Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast, un premier épisode avec un invité exceptionnel. Salut Johan. Salut Arnaud. Qu'est-ce que je suis heureux de te retrouver. Bah oui, moi aussi. Je suis très très heureux que tu sois l'invité numéro 1 de ce nouveau podcast. Ça met de la pression, j'aime pas avoir le dossard numéro 1. J'ai fait un truc il y a pas longtemps, j'avais le dossard numéro 1, j'ai fait un truc de ski de rando, ils m'ont donné le dossard numéro 1, j'avais la pression, j'ai terminé dernier. Bon, en tout cas, je suis très heureux que tu m'accompagnes sur ce lancement de podcast. Donc, podcast Tous en Selle, épisode numéro 1. Donc, vous connaissez forcément le festival Tous en Selle, 100% vélo, en tournée actuellement à travers la France. Vous pouvez aller sur le site tousencelle.eu et vous retrouverez toutes les différentes dates. Alors, j'ai l'honneur de lancer ce podcast dédié, comme le festival, à tous les passionnés de vélo, que vous soyez cycliste du dimanche, vélo-taffeur, voyageur à vélo, mécanicien ou mordu de compétition. Et puis, il y aura chaque semaine une thématique qui sera différente, avec une capsule avec Camille qui va s'appeler La roue tourne, une capsule avec Loïc qui va s'appeler En mouvement, mais aussi l'atelier de JP avec JP, justement, que vous connaissez bien de Tweedeven. Et puis, cette capsule où j'ai la chance de rencontrer des personnes qui font partie de l'univers du vélo. Et on va commencer avec Johan. La première question que j'ai envie de te poser, Johan, c'est comment est-ce que tu vas ? Eh bien, écoute, ça va. Et toi ? Moi, ça va bien. Moi, tu sais, je suis plutôt quelqu'un d'introverti, mais dès qu'il y a un micro et que je discute avec une personne et que je sais que je vais passer une heure très, très sympa à échanger sur diverses choses, que ce soit le vélo, mais aussi d'autres, mais en tout cas qui est en fil conducteur un parcours de vie, moi je sais que je vais passer un bon moment. Et ben moi c'est pareil, je me rends compte que ça va en fonction de la météo, beaucoup. Alors on a de la chance qu'il commence à faire beau et qu'aujourd'hui il fait beau, mais qu'en fait le ça va il est assez cyclique. Je me rends compte aussi que j'ai un nombre d'interactions dans ma vie c'est assez conséquent, et que la plupart du temps, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, tu lui demandes comment ça va. Tu vois, oui, naturellement. Naturellement, tu vois. Et naturellement aussi, tu réponds ça va. Ça va. Et ce qui n'est pas forcément toujours le cas, parce que tu rentres pas forcément dans l'intime et tu as toujours l'impression d'ennuyer les gens. Et d'ailleurs, c'est ce que renvoient aussi les réseaux sociaux. Tu vois, on en parlait juste avant, effectivement. C'est aussi une des réponses en disant ça va, bah oui, ça va, puisque tout le monde va, puisque tout le monde. Je ne vais surtout pas dire que ça ne va pas. Non, ouais. Du coup, la réponse naturelle, elle est ça va, mais que c'est assez fluctuant. Voilà. Bon, écoute, on va essayer de balayer un petit peu aujourd'hui ton parcours. Tu me dis si je suis chiant, parce que des fois, je sais que je rentre dans des trucs un peu qui peuvent paraître un peu... Je te le dirai, mais ça marche. N'aie aucune crainte, ça va. On va passer un bon moment. La première question, sur le premier sujet, en tout cas, sur lequel j'ai envie de t'emmener, Johan, c'est surtout toi, mais que tu te retournes sur ta carrière de cycliste professionnel, qui s'est terminée il y a quelques années. On va en parler aussi, mais quelle réflexion, quel regard tu portes sur ta carrière, que ce soit des moments forts, que ce soit des défis, que ce soit des leçons. Mais là, au moment où on se parle, au moment où sort l'épisode, on rentre dans une période de classique. Ouais. Le week-end dernier, au moment où on enregistre, il y avait encore une épreuve, le Omloop, où tu avais fait une très belle 4e place il y a quelques années. Yes. Donc forcément, tu as toujours été prêt pour ces semaines de lancement d'année, avec un Milan-San Remo qui va arriver, où tu as marqué aussi les esprits. Mais voilà, si tu te retournes sur cette époque-là, quelles sont les émotions et quels sont les mots qui te viennent à l'esprit ? C'est bizarre parce que j'arrive à en avoir des frissons et la chair de poule, parce que ces courses-là, je les aimais d'un amour difficilement compréhensible pour un tout à chacun. Ce que j'aimais, c'était l'univers. L'ambiance, le fait de vivre un peu en autarcie dans une espèce de communauté, tu vois, de cyclistes ensemble, de pas regarder finalement. Quand t'es coureur cycliste, t'as la tête dans le guidon et tu regardes pas ce qui se passe ailleurs. T'es obnubilé par la performance. T'es concentré, tu veux dire, sur tes résultats, sur ta carrière, sur ton hygiène de vie, exactement, sur ton matériel, sur une stratégie. Comme si la chose la plus importante au monde, c'était le Koppenberg, tu vois. Il est difficile, ce Koppenberg. Il est difficile, mais il y a des choses bien plus difficiles dans la vie. Et si tu veux, quand je regarde ma carrière, je me rends compte que quand tu fais partie d'un univers, quel qu'il soit, et encore plus dans le sport de haut niveau, tu es obnubilé par ton univers, par toi,
par ton milieu, sans te rendre compte que finalement, il y a d'autres choses dans la vie. Et moi, je me suis rendu compte, en regardant comme ça dans mon rétroviseur, que j'avais fait les choses pas par l'envie de briller, mais par l'envie, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, dans ma vie de tous les jours, de rendre désormais service ou d'être dans le milieu associatif, eh bien, je me suis rendu compte que là où j'avais le plus de plaisir dans ma carrière de coureur cycliste, c'était de donner du plaisir. Et du donner du plaisir, je l'ai fait en étant coéquipier de champions, par exemple comme Arnaud Démare et tout ça, où je faisais partie de son train pour le sprint et j'aimais faire partie d'une équipe qui va vers la victoire en essuyant des coups durs, en parfois avec des moments, avec des hauts, avec des bas, et aussi après sur la fin de carrière avec la découverte sur le Tour de France, de se rendre compte qu'en fait le Tour c'est un moment qui est pas du vélo, qui est pas du sport, c'est un truc un peu à part. C'est pas un cinéma, c'est pas une série, mais c'est un mélange un peu de tout ça, et que les gens viennent assister à un spectacle sur le Tour de France, et que malgré mes manques de performance, en 2019 où j'étais dernier du Tour de France, bien les gens m'ont envoyé beaucoup d'amour. Et en même temps, j'ai l'impression que c'était réciproque, et c'est ça que je retiens. Si j'avais un œil à regarder dans le rétro, c'est ça que je retiens de ma carrière. Et est-ce que ce dont tu parles, qui est très inspirant, je trouve, mais est-ce que tu as l'occasion de le partager aux jeunes professionnels d'aujourd'hui? Non. De leur dire non. Je vois où tu vas, mais non. Par expérience, non. Attention à ci, regarde ça. Ouais, je sais. Mais tu vois, ce qui est con, c'est qu'on parle pas la même langue. Ça, c'est chiant. J'aimerais avoir un... Parce que pour eux, ce que tu veux dire, c'est que pour eux, toi, t'es un ancien quelque part, t'es sorti, tu vois, t'es sorti du truc et tu leur dis ça, peut-être par frustration, ils veulent pas t'écouter. Mais tu sens que tes mots ne pèsent pas, c'est ça? Non, tout comme ceux de mon papa résonnaient pas pareil que maintenant que je suis papa. Si tu veux, des fois, t'as envie pas de donner des leçons, c'est pas du tout ça, c'est de dire, attends, là, vas-y, je lui ferai pas du tout offense et il le prendra pas du tout mal, mais on a été à la présentation en tout cas du renouvellement de contrat de l'équipe Intermarché avec donc l'équipe Intermarché Wanty, et j'ai vu Adrien Petit. Et Adrien, je lui dis, ça va, Adrien? Oh, ouais, ça va, c'est cool et tout. Il me dit, peut-être ma dernière saison. Mais je dis, mais non, pourquoi ta dernière saison? Bah, tu sais, j'ai fait le tour et tout. Mais je dis, mais en fait, tu te rends pas compte ce que c'est que le métier de coureur cycliste? Le fait de se lever le matin, de profiter de... Alors, oui, ok, des fois, c'est chiant, il pleut, surtout lui. Putain, le pauvre, il habite à Arras, c'est compliqué, tu vois. Des fois, je vois ses stories et tout. Je dis, ouais, je comprends qu'il a envie d'arrêter. Mais en fait, se rendre compte que c'est une chance, se rendre compte que... Mais quand t'as 20 ans, tu l'entends pas. Quand t'as 25 ans, tu vois, par exemple, j'ai aussi tout cassé dans mon corps et à chaque fois, c'est pas grave, je me remettrai le plâtre, vas-y, je l'enlève et tout. Mais non, les conséquences, tu les payes après. Sauf que à chaque âge, tu comprends les choses que tu as envie de comprendre. Et c'est presque normal. Tu es obligé de passer par tu vois, un coureur qui va dépenser beaucoup d'argent ou qui va vivre au-dessus de ses moyens. C'est le chemin. C'est le chemin. À la limite, il pourrait même pas entendre ce que je vais lui dire. Il va écouter, mais il va pas comprendre. Ouais, il est obligé de passer par là. Et vas-y, plante-toi. C'est comme tu dirais à ton fils ou à ta fille, attention, tombe pas amoureux parce que un chagrin d'amour, c'est difficile. Ben non. Oui, elle va pas comprendre. Il ou elle ne va pas comprendre, effectivement. Tant qu'elle l'a pas vécu. Ben bien sûr. Ouais, vis-le ton chagrin d'amour. Vis ta déception, perds ton argent. Mais ça doit être intéressant d'avoir ton expérience et d'avoir le regard. Tu dois probablement te retrouver aussi quelque part dans des sportifs, que ce soit des champions ou des championnes, de par leur comportement ou les phrases que tu peux entendre. Tu dois forcément te retrouver un peu quelque part en eux. Et sur les moments forts, moi, ce que j'avais envie d'échanger avec toi, Johan, c'est là, on arrive dans cette période des classiques où tu étais performant. Et à Milan-San Remo, quand on a été un coureur professionnel qui a été le premier à rentrer dans la Cipressa, quand tu le regardes à nouveau cette année, est-ce que tu as encore les bruits, les images, les odeurs?
Alors, ça se monte, d'ailleurs, je te dis ça, j'ai pas comparé, mais est-ce que ça se monte plus vite maintenant? Je sais pas. Qu'avant? Je suppose, oui. Je pense aussi. mais est-ce que tu es nostalgique de ces années-là? Ou en tout cas, quand on est coureur professionnel et qu'on s'engage le premier dans la Cipressa, ça fait quoi? Là, c'est vraiment le passionné qui te parle. Ouais, nostalgique, non. Pas du tout. Parce que dans Nostalgie, il y a un moment qu'on aimerait recréer ou poursuivre, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, j'en ai pas du tout l'étoffe et les capacités. Mais tu en as profité, ouais. T'avais conscience de ce que tu vivais? Non, pas vraiment, parce que c'est quelque chose de... focus sur la course. Ouais, t'es là. Tu sais, c'est assez spécial. C'est comme si... tu regardais une série à la télé ou un film, tu vois, et que tu vois, toi, tu étais dans la suite. Tu faisais partie des personnages qui n'étaient pas dans les premières éditions ou dans les premières saisons de la série, et qui, petit à petit, finalement, tu deviens un personnage de cette série, et non seulement tu es un personnage, mais t'es acteur, et en plus, qui peut donner une suite un peu différente de la fin de la saison, et tu te rends pas trop compte. Mais en fait, tu peux pas te rendre compte parce que t'es un gamin, t'arrives là, tu sais pas trop, tu connais pas trop ton rôle, tu sais pas trop où tu vas. Mais en tout cas, je me rappelle de chaque sensation, de vraiment cette espèce d'état d'esprit, de se sentir hors de son corps, tu sais, oui, je vois. De sortir et cet état de flow, on peut appeler cet état de flow. Ouais, exactement, c'est ça. Tout se déroule comme si t'étais à l'extérieur de ton corps. Ouais. T'es la caméra et tu regardes le truc un peu du dessus et tu dis c'est moi, mais je suis un peu en pilote automatique, mais de se rendre compte aussi que c'est un instant qui est éphémère, qui est très éphémère, qui dure très peu de temps, mais finalement qui va avoir un impact sur toute ta vie. Et alors, aussi bien dans les bons moments, où tu parlais de Milan-San Remo, ça en est un, mais aussi dans les mauvais moments, ou dans les moments un peu plus compliqués. Je pense à l'arrivée du Tour de France en 2019, où je m'étais dit, avec Ren Taramae, on profite de ce moment-là. Je ne sais pas si je te l'avais raconté, il me semble que oui, mais de se dire, ok, ça, je le fige dans ma tête, et je m'en rappellerai toute ma vie parce que je sais que je vis un truc de fou. Ouais, mais je peux imaginer effectivement toutes ces émotions, mais le moment le plus fort pour toi, si tu avais à te retourner sur ta carrière, on va pas refaire ton palmarès avec des participations à des championnats du monde. Non, mais j'invite les gens à aller se renseigner sur ton parcours s'ils ne le connaissent pas. Mais pour toi, c'est peut-être pas une victoire, le moment le plus fort, mais le moment le plus fort de ta carrière, si tu avais un moment à ressortir, ça serait lequel? Est-ce que c'est une victoire? Est-ce que c'est ta chute en 2019? On va en parler aussi, mais... Je sais pas, c'est difficile de retenir. C'est difficile de retenir un moment. J'en aurais plein. Le premier qui te vient comme ça. Comme ça, j'aimerais dire la victoire d'Arnaud Démare sur le Tour du Qatar en 2012. C'était sur la dernière étape, sur la 5e étape. Il avait beaucoup douté sur les premières étapes. C'était sa première année pro et finalement... on arrive à le mettre en confiance et il remporte cette victoire, et j'avais l'impression moi du travail accompli, du travail bien fait, mais il y en aurait plein. Il y a des fois où j'ai vraiment souffert sur le vélo, où ça a été difficile et où il y a eu beaucoup de solidarité entre les coureurs, tu sais, pour essayer de rallier l'arrivée. Il y a eu ce Tour de France là, effectivement, en 2019 où je termine avant-dernier du Tour, mais où vraiment là, si, quand même. Ouais, ce tour-là 2019 où je franchis la ligne, où tu as la patrouille de France, tout ça, j'ai un truc très bizarre de me dire, ok, j'ai beaucoup douté, tu sais, je suis malade en ce moment, et face à la maladie, le combat, il est jamais linéaire. Il y a des fois, tu as envie de te dire, mais merde, putain, à quoi bon, quoi, c'est difficile. Je vais arrêter de me battre. Et sur ce Tour de France là, ça a été ça. Ça a été de te dire quoi bon, de toute façon, je suis avant-dernier, dernier du Tour, pourquoi finir? Et puis je me mets des étapes. Et quand je suis vraiment arrivé sur le Tour de France, sur les Champs-Élysées, pardon, à l'arrivée du Tour de France, je me suis dit, mince, j'ai été loin dans les émotions, loin dans le truc. Et là, de voir mes filles et tout à l'arrivée du Tour, c'était un truc de dingue. Et franchement,
Je savais pas encore que j'allais être opéré et qu'il y allait avoir mais je savais que ça allait être un des plus grands moments. Tu t'avais ce ressenti. Ouais. Et quels sont les défis que tu as rencontrés? Est-ce que c'est de revenir suite à des chutes où il faut te relancer, comme tu l'as dit, j'ai tout cassé, et puis à un moment donné tu te dis j'enlève mon plâtre parce que je sens que tout va bien, sans savoir les conséquences que ça va avoir. Mais les défis rencontrés, c'est quoi? C'est l'accident, les blessures, c'est le fait de garder toujours cette motivation à aller s'entraîner, quelle que soit la météo. En fait, les défis, ils sont quotidiens. C'est l'évolution du matériel, c'est l'évolution ils sont des stratégies. Ouais, je trouve que le vélo a quand même beaucoup évolué avec l'apparition de la data, avec les capteurs de puissance, parce que tu as été professionnel 12 ans. Et pendant ces 12 années, j'imagine que tout a évolué. Peut-être que toi, quand tu es rentré déjà dans le monde professionnel, est-ce que la data était déjà aussi présente que quand tu en es sorti? Ou est-ce que tu as vu l'évolution? Non, j'ai vu l'évolution, puisque je suis passé en 2007. Je suis passé en août 2007. En août 2007, et j'ai terminé en 2020. Donc entre 2007 et 2020, bien que tu aies eu à la Française des Jeux des précurseurs en matière d'entraînement, les capteurs de puissance étaient quand même faibles. Tu avais des Polar, à l'époque c'était Polar le leader sur le marché, mais toujours est-il que quand on allait en stage avec la Française des Jeux, on allait soit à Renazé, fief de la Mayenne de chez Marc Madio, ou alors à Moussilvieux. Et tout a évolué. Moi, la data, c'est quelque chose qui me plaisait. Moi, j'étais pas, tu vois, je faisais du vélo pour des raisons sociales ou. T'avais pas comme Christopher Froome le nez sur ton compteur à vérifier tes datas. Mais d'ailleurs, on faisait pas le même métier. Si tu veux, lui, il était dans la performance. D'ailleurs, ça s'est vu dans les résultats, ou peu importe pour quelle autre raison. Mais si tu veux, moi, les gros défis que j'ai connus dans ma carrière, c'est justement cette évolution-là et cette adaptation à un milieu qui n'était pas toujours évident, dans lequel je ne me reconnaissais pas forcément sur les relations aux autres notamment, mais avec les téléphones et puis avec tout ça, ça a beaucoup évolué. Moi, j'aimais bien les équipes qui allaient jouer aux cartes après, tu vois, après le repas. Tu me parles de ça, je pense tout de suite à je sais pas pourquoi, je pense au Giro, à ces coureurs qui vont au café, boire un ristretto, tu vois, et qui tapent un peu le carton. Moi, je pense à Valverde, tu vois, ou à même des coureurs espagnols, tu vois, qui avaient ce truc-là. Et justement, j'en parlais avec Stéphane Parés, qui est un joueur de rugby à 7, qui me parlait de cette cohésion qui devait y avoir dans une équipe. Moi, c'est plus ça. C'est plus le cas aujourd'hui, dans les équipes aujourd'hui? Je sais pas, j'y suis plus. Mais dans ce que tu peux... non. En tant que coureur professionnel, tu as forcément, je vais pas dire des contacts, mais tu as forcément des connaissances qui sont encore vraiment très, très bien implantées ou qui font partie de staff. Tu vois bien l'ambiance. Oui, ça a évolué. C'est plus pareil, mais si tu veux... plus perso peut-être qu'avant. Je sais pas. Il y a une part de collectif, bien évidemment, dans une stratégie. Mais... En tout cas, toujours est-il que le sport de haut niveau, et encore plus le cyclisme, a évolué de manière très rapide et avec beaucoup plus de moyens et beaucoup plus professionnel. Donc, quand tu es plus pro, eh bien, tu dois faire aussi plus attention. Et donc, il y a eu une évolution de circonstances. Et quand je te parle de quels défis tu as pu rencontrer... Moi, je pense à tous les téléspectateurs, et ils sont probablement nombreux au festival, en tout cas, oui, aux spectateurs qui sont au festival tous en seul, à ne pas être professionnels, et donc à faire du vélo tous les jours. Et quand on fait du vélo tous les jours, contrairement à quand on regarde les grandes épreuves professionnelles où là, les routes sont fermées, il y a le fait de circuler d'avoir une relation avec les autres automobilistes. Alors effectivement, dans ta carrière, tu as été, comme beaucoup de cyclistes, confronté à une altercation avec un automobiliste. Et je pense que beaucoup d'auditeurs et auditrices qui nous écoutent le sont tous les jours. Est-ce qu'en tant que cycliste, là aussi, tu as vu la relation aux autres dans tes entraînements évoluer? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as senti au fur et à mesure des années plus compliqué de circuler en tant que... Oui, en tant que, bien sûr. J'allais même pas dire cycliste professionnel, mais juste cycliste quand tu pars t'entraîner. Est-ce que tu as vu en 12 ans de carrière ou depuis que tu fais du vélo
les tensions qu'il y a pour tout cycliste quand ils vont s'entraîner? Tu sais, Arnaud, d'une manière générale, j'ai l'impression qu'il y a des tensions pour tout. Malheureusement, que tout est sujet à divergence, à opposition et à conflit. Et effectivement, sur la route, tu vois, moi, j'ai fait mes études sur Paris. Du coup, je suis resté habité en Vallée de Chevreuse. J'habite à Montlhéry, entre Marcoussis et Montlhéry, là où il y a le siège de l'équipe de France de rugby, donc juste à côté de la Vallée de Chevreuse. Mais pourtant, le fait que la banlieue parisienne s'étende de plus en plus, il y a de plus en plus de voitures. Il y a aussi le mobilier urbain qui a évolué. On vit dans une société qui est anxiogène. Et en fait, moi, ce que je comprenais pas, c'est que, encore une fois, chacun a sa tête dans le guidon. Le mec qui rentre, tu vois, d'une journée de 10 heures de boulot, qui s'est tapé le RER, le machin, qui prend sa voiture, il a pas envie forcément de retrouver des cyclistes sur sa route. Les cyclistes qui sont sur leur route et qui prennent 2 voire 3 places de front, ils ont l'impression d'être en bonne légitimité parce que, si tu veux, ils sont à vélo et que la route, effectivement, elle est à tout le monde. Mais toujours est-il que moi, quand j'ai voulu reprendre le vélo, tu vois, pendant ma maladie et pendant j'ai fait 4 km, je me suis frôlé par une voiture, j'ai fait demi-tour. J'ai dit non, je peux pas. J'avais même pas la force, tu vois, d'expliquer que voilà, la route elle se partageait et tout ça. Ouais, ça a été un défi, c'est compliqué, mais encore une fois, là par contre, je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer, notamment avec le code de la route ou avec le passage du permis de conduire et justement de mettre des gens sur un vélo et de se rendre compte de la dangerosité. Mais oui, c'est un des défis effectivement. Et tu vois, si tu veux quitter des coureurs cyclistes professionnels, moi, mes enfants, j'ai du mal à les mettre sur un vélo, en tout cas sur un VTT ou sur un gravel, oui, mais sur un vélo de route, j'ai un peu du mal parce que c'est une vraie question. J'ai peur tout le temps. J'ai peur. Alors peur pour moi, c'est une chose, mais peur pour les autres, c'est encore. Ouais, c'est une vraie question. C'est vrai que sur le podcast, Tous en selle, d'ailleurs, on aura la chance d'avoir Raphaël Taïeb, qui a repris le club de Corba, Lyon Métropole, qui s'appelle Hexagone, qui va nous expliquer justement à travers un épisode ce qu'il a fait, quelle est la vie d'un club. Club cycliste, comment est-ce que ça vit, comment est-ce que ça évolue, sur qui ça s'appuie, comment ça se projette, comment ça éduque aussi les enfants sur comment se déplacer à vélo. Donc tout ça est très très intéressant. Mais voilà, je voulais juste t'entendre sur ça parce que quand on est coureur pro, il faut s'entraîner, il faut faire des bornes et donc forcément les bornes, quand on les fait à l'entraînement, la route n'est pas fermée. Ouais. Tu es au milieu de la circulation et c'est important tu t'exprimes sur ça. Et puis sur le chapitre plus, qu'est-ce que le monde professionnel, qu'est-ce que ton métier t'a appris ou quel impact il a eu aujourd'hui sur ta vie d'aujourd'hui. On parlera aussi de la transition, on en parlera après, mais de la transition, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu es toujours présent. On parlera de ton annonce, mais voilà, quel impact ton métier, que tu as pratiqué avec passion pendant 12-13 ans, a eu aujourd'hui, sachant que tu parlais du Tour de France, mais le Tour de France, effectivement, est arrivé, je ne vais pas dire tard, mais n'est pas arrivé tout de suite. Non, il est sur le tard. Voilà, il est arrivé sur le tard, je peux le dire alors, mais ça a été une vraie rencontre, déclaration d'amour avec le public français, à travers tes longues échappées, à travers... C'était passionnant, parce qu'on savait, quelquefois, on savait que ça allait se terminer au sprint, mais c'était génial de te suivre et d'y croire et de te voir évoluer à travers cette échappée, tu vois. Ça a été une vraie rencontre pour le public, mais est-ce que ça l'a été aussi pour toi? Est-ce que c'est une vraie révélation? J'ai mis du temps à le comprendre, mais pour répondre à ta question, ce métier, et même avant, en fait, cette passion du cyclisme qui est née il y a longtemps, elle m'a tout appris. Parce que quand tu inscris tes enfants au sport, tu les inscris pas que au sport. Tu les inscris à une école de la vie, à la rigueur, à des valeurs, oui. À être à l'heure, à être solidaire. À des règles, à un règlement, un règle du jeu, enfin en tout cas. Ouais. Tu vois, à trouver des sources de motivation, à se relever en cas d'échec ou en cas de chute. À composer aussi avec des gens qui ne sont pas de même orientation sexuelle, de même confession. J'ai commencé le vélo en FSGT avec des gamins qui venaient de banlieue. Et quelle chance. Et le métier de coureur cycliste, il m'a appris tellement de choses. Et encore une fois, dans les défis de tous les jours, la maladie,
la séparation, le manque de motivation, tout ce que tu dis, mais en fait, ça, dans ma carrière, je l'ai connu. D'aller te lever le matin et de t'entraîner quand il va neiger ou qu'il pleut et que en plus de ça tu sais que tu vas le faire mieux que les autres et tu vas le faire plus que les autres, mais tu seras pas meilleur que les autres parce que t'es comme ça, parce que ton moteur physiologiquement t'as un moteur de tondeuse et puis les autres ils ont un moteur de Formule 1, donc t'auras beau faire ce que tu veux, à la limite le dopage, mais ça c'était hors de question pour accéder à un moteur au-dessus, mais vraiment, je pense que je dois énormément de choses, même de conscientiser ce rapport que tu as aux gens, tu sais, le rapport aux autres, qu'est-ce que t'es quoi dans ton milieu, en fait, tu vois ce que je veux dire, de ce côté, le sport rend humble, te remet à ta place, tu peux être un jour là, et qu'il faut toujours progresser, il faut toujours évoluer, et que le but, c'est pas forcément d'être le meilleur, mais c'est d'être la meilleure version de soi-même, et comment je m'améliore moi. Et ça peut être avec les performances, mais c'est aussi mes rapports aux autres. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui m'ont connu à 20 ans qui devaient se dire « Putain, c'est un connard ». Et peut-être qu'aujourd'hui, ils penseront complètement l'inverse. Voilà. Et aujourd'hui, toi qui es toujours dans le milieu, on va en parler sur ta transition post-carrière, hein, c'est-à-dire que tu es consultant pour France Télévisions durant les courses professionnelles et notamment celle du Tour de France. Mm-hmm. Mais quel regard tu portes sur le cyclisme d'aujourd'hui? Alors là, on parle du niveau du statut professionnel, avec les équipes françaises, des équipes à l'international, le cyclisme féminin, mais aussi, on en parlait juste avant, on a pris un café ensemble juste avant d'enregistrer, mais ces équipes qui se veulent être un peu comme des franchises. Donc moi, je pense à l'équipe que j'ai eu la chance de croiser la semaine dernière, qui est la Team Rocket, qui est une équipe d'origine néerlandaise, mais qui s'est affiliée en France cette année pour prétendre à une qualification au Tour de France. Mais c'est que des Néerlandais, ils ne sont pas du tout français. Mais en tout cas, la communication qui est faite autour de cette équipe, elle est juste incroyable, en fait. Hein. Tu sais que c'est une équipe qui a été créée par un YouTuber, qui a décidé de créer une équipe professionnelle. Et là, ils sont quand même hyper bien structurés. Donc, toi, en tant que... Alors, il y a deux choses. C'est en tant que consultant, mais aussi en tant que cycliste passionné. Quel regard tu portes sur peut-être une émergence du cyclisme de demain? Moi, deux choses. Il ne faut pas mettre en opposition deux mondes qui s'affrontent. Je pense qu'il ne faut pas mettre d'un côté le cyclisme à l'ancienne qui est représenté par les clubs, les associations, oui, voire même des directeurs sportifs, tu vois, ou des managers. Je pense notamment à Vincent Lavenu, qui a fait partie de cette équipe, qui a construit cette équipe AG2R, sans parler de tous les sponsors précédents. Je pense aussi à Marc Madiot, je pense à Jean-René Bardedo. C'est la même génération. Oui, voilà, ouais. Tous ceux qui ont Emmanuel Hubert, tous ceux qui ont créé le vélo, qui font vivre des dizaines de salariés tous les ans, et heureusement qu'ils sont là, et à tous ces sponsors. Mais malheureusement, le milieu du vélo, mais encore une fois, comme beaucoup de milieux, c'est souvent sclérosé. Tu vois, les fils d'eux sont souvent les fils de cyclistes font des fils de cyclistes. Les directeurs sportifs dans ces équipes-là sont des anciens coureurs aussi de ces équipes-là. Ouais. Et si tu veux, oui, c'est vrai, t'as raison. On vit dans un vase clos où justement, quand il y a l'apparition d'éléments qui sont étrangers, ou alors d'éléments qui ont été voir ailleurs, de se dire, voilà, j'ai pas la tête dans le guidon, j'ai été voir ce qui se passait, tiens, dans le foot ou dans le milieu entrepreneurial, ou se rendre compte que finalement, il y a d'autres codes et qu'on pourrait les incorporer à ce truc-là. Et ce que fait Bastiema, c'est exactement ça, c'est de se dire, moi j'ai les codes de la jeune génération. Il y a Netflix aussi qui est apparu dans le vélo, où on a réussi à capter un autre auditoire. Tu vois, je vais rouler aussi le dimanche matin, je vois qu'il y a des mecs qui sont habillés très classe, qui me disent pas bonjour d'ailleurs, mais qui sont habillés, tu sais, j'appelle ça moi les néo-cyclistes les après Covid là, tu vois. Mais c'est très bien, c'est hyper cool. Mais si tu veux, il faut pas mettre en opposition. On a tous deux roues. C'est une continuité en fait, ce que tu veux dire. C'est une continuité, c'est une évolution, et il faut s'adapter. Et encore une fois, tu parlais entre 2007 et 2020 quand j'ai arrêté, c'est une évolution. Tout est question d'évolution et d'adaptation. Tu vois, il y a des choses... c'est quoi déjà cette fenêtre-là des choses qu'on accepte, qu'on n'accepte pas? Eh bien,
si tu veux, parfois, ça prend un peu plus de temps, il faut de l'évolution, mais comme dans tout, les mentalités, il faut de l'évolution. Et que c'est un sport qui est amené à évoluer, mais qui est amené à évoluer je pense, de la meilleure des manières. Et tu penses que la team Rocket va servir d'exemple à d'autres? Oui. Tu penses que ce modèle a de l'avenir, parce qu'il y a eu déjà plusieurs tentatives par le passé. C'est difficile, hein, parce que les sponsors sont là, mais ne sont pas aussi visibles qu'une équipe classique, on va dire. Oui. Donc, il faut vraiment une entité à des valeurs, à une marque, et sur du moyen, long terme. Comment tu es visible dans le vélo? Comment tu es visible d'une manière générale? Dans le vélo, c'est ni plus ni moins que du marketing. Hein. Tu vois Totalement. Tu vois la marque. Tu communiques sur la marque. Ça passe aussi par des résultats aussi. Pas que. Pas que. Je suis pas sûr. Oui, effectivement, parce que quand tu es leader du marché sur les rasoirs, par exemple, bah, tu as envie que ton équipe elle montre au mieux l'image du sponsor. Mais je pense que de la communication, le fait d'avoir un capital sympathie, tu vois, d'aller accrocher des gens, pas forcément sur la victoire, mais aussi sur l'abnégation, sur de dire, bah ok, on s'est planté, mais là on s'est relevé, et d'accrocher comme ça des gens. Le modèle du sponsoring tel qu'il était fait à l'ancienne, avec la Française des Jeux, avec Cofidis, avec anciennement le Crédit Agricole ou encore la Caisse d'épargne, AG2R, il doit être réinventé, il doit être modélisé, il doit s'adapter à un format qui est encore différent et qui va s'adapter. Parce que la manière de consommer le média aussi a changé. Regarde le Tour de France, effectivement, il y a d'excellentes audiences, mais quand tu vois que les réseaux sociaux et le numérique est consommé de manière quotidienne, tu prends les transports, les gens slide, les gens scroll. Tout le monde a la tête sur son écran. Ouais, donc je pense qu'il faut trouver il faut. Encore une fois, il y a jamais de bon ou de mauvais. Il y a une adaptation. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut trouver le juste milieu. Mais c'est vrai il y a quelques années, c'est l'équipe EF qui était vraiment venue casser les codes avec une communication, un marketing, des coups de pub, avec des maillots spécifiques sur les tours, des vélos qui étaient totalement relookés. Et déjà là, ça avait fait son effet. Et là, je trouve que la Team Rocket, je vous invite à aller voir la communication qui est faite. Franchement, c'est charmé. Ça donne, je trouve, un accès au vélo différent et toujours dans le plaisir, dans l'amusement. On sent qu'il y a probablement la pression du résultat. C'est des coureurs professionnels, donc évidemment. Mais comme tu disais, le capital sympathie, franchement, je trouve que pour eux, en tout cas, il est là. Voilà. Ouais, et tu vois, encore une fois, le vélo, c'est un sport qui est tellement difficile, comme beaucoup de sports, hein, mais le cyclisme est quand même très chronophage et demande de faire attention à tout, à ce que tu manges, à ce que tu bois, comment tu sors, de pas rester trop sur tes jambes, de mettre les jambes en l'air et tout ça. Et le fait d'avoir un sponsor comme ça qui est un peu, j'allais dire enthousiaste, mais qui donne envie, avec des couleurs sympas, avec une communication sympa et tout, ça donne un petit coup de pied dans la fourmilière. Je vous invite à aller voir les réseaux. Et puis effectivement, le 7 février 2020, sur Eurosport, tu annonces ta retraite. Ta retraite sportive. Est-ce que c'est le grand vide derrière ? Il se passe quoi pour toi ? Et maintenant, avec le recul que tu as, parce que c'était il y a 5 ans, presque jour pour jour. C'était il y a 5 ans déjà ? C'était il y a 5 ans, c'était en 2020. Et nous sommes en 2025. Ah merde. Putain. Ouais. Et comment tu avec le recul, l'expérience, on se l'a dit avant autour d'un café, mais si on savait tout avant, ça serait bien plus facile. Mais est-ce que derrière, c'est la chute libre ? C'est quoi ? Il se passe quoi ? C'est un silence ? Ouais, je sais pas. C'est il y a 5 ans déjà. Ouais. J'ai eu la même réflexion que toi. Quand j'ai regardé, que j'ai préparé cet épisode, je me suis dit, mais c'était il y a si longtemps. Ouais, c'était il y a 5 ans. Ouais. Bah écoute... Est-ce que c'était... Alors déjà, il y a eu une chute en 2019, où tu as perdu momentanément l'usage de tes jambes. Donc là aussi, probablement, la peur qui s'est installée de la chute, même si un mois après, tu es tout de suite remonté sur le vélo et tu étais sur un départ de course professionnelle. Donc il y a eu cette chute en 2019, mais en février 2020. Donc est-ce que c'était un choix réfléchi ? Est-ce que c'était de l'impulsivité ? Mais voilà, comment s'est passée cette annonce et l'année 2020 ? Parce que derrière, très rapidement, tu es consultant
sur le Tour de France 2020, donc quelques mois après. Tu restes un petit peu dans le bain encore, mais plus en activité. Comment s'est passée cette année? Je sais que ça te tient à cœur, de par les cyclistes professionnels aujourd'hui, de partager ça. Ça a été la merde. Ça a été la merde complète. Pas préparé du tout. Pas préparé parce que je savais que ma carrière allait se terminer à un moment donné. Je savais que ça devait être moi qui choisisse le moment. Donc je l'avais choisi, mais j'imaginais pas tout ce qu'il allait avoir après, et que j'allais me retrouver seul, très seul, isolé, que hormonalement parlant, eh bien, il y allait avoir des manques de dopamine, d'endorphine, de toutes les hormones qui sont liées au sport. Il y allait avoir un corps qui change, une prise de poids, un rapport au corps complètement différent, et aussi le fait de plus exister dans un milieu, de plus avoir un rôle, quel qu'il soit, hein, pas forcément un rôle de leader, justement, ça pouvait être un rôle d'équipier, mais en tout cas un rôle. Et quel allait être mon rôle dans la vie? Je me suis retrouvé très démuni. Beaucoup de moments de doute, pas trop savoir sur qui compter, qui appeler, tu vois. Il y a des moments où des fois où ça va pas, et tu dis mais ok, il faudrait que j'appelle quelqu'un, mais je vais appeler qui? Je vais pas appeler mes parents parce qu'ils vont pas pouvoir le comprendre. Je vais pas pouvoir appeler telle personne parce que lui, il a peut-être rêvé d'avoir cette vie-là. Il va me dire, oh, mais tu te rends pas compte la chance que tu as eu déjà de faire ça et tout. Non, mais c'est pas ça que je suis en train de te parler. Je suis pas nostalgique de la vie que j'ai menée. Je suis en train de te dire que là, j'ai plus de point de repère. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je suis allé. J'étais un peu en pilotage automatique, et puis j'ai fait confiance à la vie sur les choix. D'ailleurs, je suis passé pro parce qu'on me l'a proposé. C'est pas moi qui ai envoyé un CV. Et que là, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je me lève le matin et comment j'organise mes journées? Alors oui, effectivement, je vais trouver un travail, tout ça, c'est pas la question. Et c'est pas que je m'en estime illégitime. C'était brutal. Ouais, c'était brutal. C'est un arrachement. Avec le recul, c'est pas un décollement, tu vois, c'est pas un timbre que t'enlèves un peu avec un peu de vapeur et que t'enlèves comme ça. C'est un arrachement. Tu l'arraches. Et avec le recul, c'est quoi? C'était le saut dans le vide? Comment, s'il y avait une image à mettre sur ça? C'est plus que ça. C'est le saut dans le vide avec l'idée d'avoir un parachute de secours. Ça veut dire que tu sautes, mais tu dis, oh, j'ai un parachute de secours, j'ai fait des études, j'ai machin, j'ai mis un petit peu d'argent de côté, j'ai un parachute de secours. Non, t'as que dalle, t'es en slip, t'es walou, tu tombes, mais... Tu t'écrases. Non, mais en plus, tu t'écrases pas, tu te dis, là, je suis écrasé, mais non, en fait, tu tombes, tu continues à tomber. Et c'est difficile à exprimer, et c'est difficile aussi aux autres de comprendre. Pourquoi il se plaint? Qu'est-ce qui va pas? Et comment ça s'est passé, alors, Johan? C'est-à-dire, à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais vraiment tout en bas? On parlait de ces fameuses sinusoïdes. À quel moment tu t'es dit, bon là, cette sinusoïde, elle est quand même très, très... elle m'emmène quand même très, très bas, tu vois. Comment tu as retrouvé un équilibre? Est-ce que c'était une rencontre? Est-ce que ça a été une parole? Est-ce que ça a été une image? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, là, ça stop, en fait, tu vois? Je déclenche le parachute, pour reprendre l'image que tu disais. J'ai rencontré des gens qui parlaient la même langue. Donc ça veut dire d'anciens sportifs de haut niveau qui n'ont pas forcément des cyclistes, mais d'anciens sportifs de haut niveau qui pouvaient comprendre. C'est ça? Ouais, putain, ouais. Ouais. J'ai rencontré Marie-Jo, entre autres. Marie-Jo Pérec. Ouais, entre autres. Entre autres, parce qu'ils sont pleins. Laura, Marino, d'autres... Lénaïque, Corson, plein. Et ces gens-là ont compris ce que tu vivais, la phase dans laquelle tu étais, parce qu'on se l'a dit aussi, il y a différentes phases à un moment donné, voilà. Il faut aussi savoir accepter, avoir le recul nécessaire, mais après, ça peut être accompagné, encadré, de te dire, voilà, là, je suis dans cette phase-là, et comme tu es dans cette phase-là, voilà les différentes pistes qui s'ouvrent à toi, qui sont différentes que si tu es dans cette phase-là. Ouais, et exactement. ces gens-là t'ont accompagné, oui, t'ont permis de choisir
les voies dans lesquelles tu pouvais... Pas forcément t'aider à choisir, mais tu vois, et encore là je parle de sportifs, mais je pourrais te citer des artistes, Laurent Voulzy par exemple, ou Michel Drucker, ou des gens tu vois, qui ont un rapport aussi, où en fait, si tu veux, il y a toujours un... Et ça, c'est valable pour tout le monde, pour les artistes, les sportifs, ou quand tu fais un travail. Il y a toujours un pourquoi. La plupart des fils de médecins sont médecins, les fils d'agriculteurs sont agriculteurs. Tu fais de l'athlétisme parce que ton père faisait de l'athlé et qu'il n'a pas eu peut-être la carrière qu'il voulait, et que... parfois, quand tu cours ou que tu fais de l'ultra-distance, c'est pour fuir une réalité que tu veux pas voir. Ces gens-là m'ont permis de me dire, OK, Yo-Yo, c'est normal. C'est pas grave, tu vois. C'est une phase. Ouais, c'est pas grave. T'es pas tout seul à avoir vécu ces moments-là. T'es pas tout seul à peut-être à essayer à comprendre d'un coup le pourquoi du comment. Pourquoi j'ai fait du vélo, pourquoi j'ai été coureur cycliste pendant tant d'années, pourquoi mes relations étaient comme ça, pourquoi j'étais pas un champion, pourquoi c'était pas la gagne, pourquoi, tu vois, ça fait beaucoup de pourquoi, mais je pense qu'on est dans une période aussi qui fait qu'on a le droit de se poser des questions, tu vois, t'as le droit de te dire bah putain en fait moi là les 2 heures de transport en commun je veux pas me les taper le matin, alors oui ok j'ai pas le choix, mais peut-être que je peux me donner une autre direction, et voilà, si tu veux, la fin de carrière et l'après, c'est ça, c'est d'un coup, j'ai pas les codes. Et d'ailleurs je me suis rapproché du syndicat donc de l'armée qui s'occupe des militaires qui sont en reconversion, qui retrouvent la vie civile. Parce que quand t'es militaire, tu vis en autarcie et t'es en OP, tu gagnes de l'argent mais tu touches pas. Et puis une réalité qui est quand même différente de la vraie vie. Et que du coup, quand tu retombes dans la réalité, c'est différent. Et quand tu arrêtes ton sport de haut niveau, ou quand tu arrêtes le fait d'être artiste, tout comme quelqu'un qui part en retraite, qui doit se détacher de son travail et qui se retrouve à jardiner tous les jours, et de plus avoir même si c'est un travail qu'il appréciait pas forcément, ça fait quand même bizarre. En tout cas, c'est déjà un grand merci d'avoir la sincérité de partager tout ça. Ça doit pas forcément être facile de se retourner, de parler de ces moments qui sont, je sais pas si on peut dire pas faciles. En tout cas, ils font partie de ta vie, ils font partie de qui t'ont fait grandir ou qui t'ont permis d'être la personne que tu es aujourd'hui. Et puis, toutes les personnes qui suivent aussi ton actualité, tu l'as communiqué il y a un peu moins d'1 an. Tu étais sur le Giro 2024, et puis dans ton champ de vision, à un moment donné, il y a un petit point blanc qui arrive. Et là, contrairement à toutes les fractures que tu as pu avoir, où tu t'es dit, bon là c'est bon, j'ai plus mal, j'enlève le plâtre. Là, ta petite voix intérieure t'a dit, il y a un truc qui est pas normal sur ces petits points blancs. Ouais, c'est bizarre parce que si tu veux, je m'écoute vraiment pas. D'une manière générale, je tombais... Il m'est arrivé de me désinfecter comme ça, alors que j'avais des plaies, ou d'enlever les plâtres alors qu'on me conseillait 1 mois ou 1 semaine, je l'enlevais. Et puis là, oui, effectivement, un point blanc devant l'œil droit. Et puis, tu te diras, tiens, c'est bizarre. Truc chelou qui m'arrive, et puis finalement ouais, la maladie ça s'est vite quasiment tout de suite, ouais. Finalement je suis passé Donc tu fais quoi derrière? Rendez-vous chez l'ophtalmo? Rendez-vous chez l'ophtalmo me dit oh c'est la merde, d'ailleurs il y a pas été avec des pincettes, mais de dire à ce moment-là, tu sais, il y a un truc qui est très bizarre. Je pense qu'il y a des ondes, il y a des choses qu'on sent, des choses qui sont palpables, impalpables et tout. Tu sens quand il y a un malaise, tu sens quand il y a quelque chose, tu vois. Et je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Il m'envoie tout de suite à Montparnasse dans un centre spécialisé. Et là, je sens beaucoup d'empathie, beaucoup je dis, il y a un truc qui est pas clair. Un truc qui est pas clair, quoi. Et puis finalement, je vais passer quasiment 5 semaines à l'hôpital Cochin. Et en ophtalmo et ensuite en médecine interne, et là je grandis d'un coup. Ouais. D'un coup. C'est-à-dire qu'on te dit que tu as une maladie auto-immune, c'est ça? On me dit que j'ai une maladie, on sait pas laquelle c'est, mais par contre qu'elle a touché ma vue, que mon acuité visuelle a baissé, qu'il va falloir faire des tests, qu'il va falloir trouver ce que j'ai, et qu'en attendant je vais devoir partager ma chambre avec
avec quelqu'un que je connais pas, qui se fait dessus, qui a un continent et qui a un lit à escar, là, donc le lit qui se lève. Et je demande juste s'il y a une possibilité de changer de chambre. On me dit que je suis pas à l'hôtel. Et oui, effectivement, je sais que je suis pas à l'hôtel et que j'ai pas du tout la prétention de vouloir être dans un hôtel. Mais je me dis, ah ouais, là. C'est une grande claque, là. Ouais. Mais comme si c'était, tu vois, je sais pas si je vais en venir, mais comme si c'était presque salvateur, comme si ça me disait, attends, Johan, t'étais pas bien, t'as eu ton truc, machin, mais voilà ce que c'est être pas bien. Voilà ce que c'est la maladie. Voilà ce que c'est. Tu l'as pris comme une leçon. Voilà, de dire voilà. Je suis pas croyant. Comment je me sers de cette situation, en fait. Ouais. Je suis pas croyant. J'ai une éducation catholique, baptisée, communion solennelle, tout, voilà. Maman, grand-mère immigrée polonaise, maman aussi, mais pas croyant. Et pourtant, je suis persuadé que dans la vie, tu as des épreuves, tu as des choses qui arrivent dans ton chemin, et tu as l'impression que c'est la merde. Tu as l'impression que, waouh, c'est un obstacle, quoi. C'est un truc... c'est parfois infranchissable. Et en fait, cet obstacle, eh bien, il va te permettre de rebondir, d'en faire quelque chose de mieux. Et en tout cas, au début, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je vais dire, ah ouais, en fait, là, je vais apprécier les choses différemment. Je vais aller à la rencontre des gens, de savoir pourquoi tu es là, pourquoi tu as fait ça, pourquoi... Et puis être comme, tu sais, un évangile. Mmh. Tu l'as pris un peu comme un accélérateur quelque part. Ouais. J'ai 70 ans. Mes frères et sœurs, profitez de la vie, mangez bien, vivez sainement, faites du vélo, ne vous embrouillez pas sur la route. Et aujourd'hui, quelques mois plus tard, comment c'est d'où ma question tout de suite en introduction, comment ça va? Je te la repose là, comment ça va? Ça va, il fait beau. Il fait beau. Mais demain, il y aura peut-être des nuages, et là, ils ont prévu une semaine de beau temps, et c'est cool. Mais le comment ça va, il est... tu as eu de la chimio, tu as eu quand même des traitements qui ont été lourds. J'ai eu des traitements lourds, mais... avec une perte, hein, tu me l'as dit, là tu n'en parles pas, mais tu as perdu 70% de l'œil droit, c'est ça? Voilà. Est-ce que l'œil gauche peut être touché? Comment sur ta santé? Ouais, tout peut basculer d'un moment à un autre. C'est pour ça que justement j'ai un traitement avec des corticoïdes notamment qui permettent de limiter l'inflammation. Mais ça change tout. Ça change tout. Le café, comme je dis parfois, tu sais, le café sur une terrasse ensoleillée n'est plus le même qu'il y a quelques mois ou quelques années. Rien n'est plus pareil. Mais rien n'est pareil à 30 ans comme à 20 ans, à 40 ans comme à 30 ans, à 50 comme à 40. Tu parlais tout à l'heure, ça serait pas cool de vivre à l'envers? Non. Encore une fois, il faut passer par les expériences. Alors parfois, à quel prix? La maladie, c'est difficile, mais tu vois, dans cette maladie-là, j'ai aussi rencontré des gens extraordinaires. Des gens plus malades que moi. Je m'intéresse davantage aux gens. L'autre jour, tu sais, je t'ai pas trop pressé par le temps? Non, vas-y. J'en ai pour 2 minutes. Mais l'autre jour, tu sais, je vais toujours faire mes courses à un petit supermarché en bas de chez moi. Et je me suis rendu compte qu'il y a des fois, je parlais pas beaucoup aux gens, tu sais, qui demandaient de l'argent et tout ça. Et je le fais souvent, et des fois, je donne de l'argent. Et en fait, je me dis, mais putain, c'est vraiment nul des fois de donner de l'argent, même si c'est ce que la personne me demande. Et l'autre jour, j'ai parlé avec un mec qui semblait avoir mon âge, et il me demande un coca. Tu vois, et du coup, je lui achète un coca, et une fois que je lui donne le coca, on parle ensemble. Et il m'explique sa vie. Tu vois, je dis là, il faisait froid ce soir-là, et je dis, mais tu dors où ce soir? Et il me dit, je dors là. Et ouais, je me suis senti hyper coupable de rentrer chez moi, dans ma maison, dans le truc et tout. Et j'étais à la maison, et j'ai été chercher des couvertures, j'ai été chercher des vieux chaussons que j'avais, que je mettais plus, et tout ça, tu vois. Et je lui ai ramené. Et j'ai pas osé lui amener. Quand je lui ai déposé, je lui ai dit, ouais, il va me prendre un peu pour... qui fait de la charité. C'était pas le cas, tu vois. Et en fait, on a discuté. Et il m'a expliqué comment il en était arrivé là. Et en fait, le fait d'avoir cette maladie aussi m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses. D'être moins dans le jugement hâtif. De pas juger les gens sur leur comportement parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Et que maintenant aussi, tu vois, je vais faire du vélo. Je salue les gens parce que je trouve que c'est bien d'appartenir à une communauté. Et quand tu fais du vélo, moi, quand j'étais petit, tu vois, je saluais
saluer les gens et j'aime bien qu'on me salue. Et parfois, eh bien, au cours du croisement d'une route, eh bien, je croise un cycliste et il me raconte sa vie. Et je trouve que c'est ça aussi le vélo, et c'est pour ça que j'aime le vélo. Ouais. Non, mais c'est une belle anecdote. Hein. J'ai une pensée, elle écoutera probablement cet épisode pour Victoria, parce qu'on a échangé avec Victoria. Je ne donnerai pas son nom, mais les gens la connaîtront peut-être, sur des thèmes de podcast. Et elle me disait, moi, j'aimerais bien faire un podcast sur les personnes âgées. Et moi, je lui disais, mais moi, j'ai une idée de podcast, mais comme toi, j'aurais la culpabilité, une fois reparti, c'est de faire un podcast avec les personnes comme ça qui sont un peu à l'abandon, à une sortie de métro, qui te demandent de l'argent, mais de connaître leur histoire. Quelle est l'histoire derrière? Et je trouve ça hyper intéressant. Mais un peu comme toi, c'est-à-dire que tu viens, la personne te partage son histoire, et tu repars. Ouais. Tu vois, et tu repars. Et là, c'est comment tu l'aides derrière? Il se passe quoi derrière? Tu l'aides déjà en parlant, tu vois ne serait-ce qu'un bonjour, un sourire, la solitude d'une manière générale, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Et le fait de partager, ne serait-ce qu'un moment avec la personne et en échangeant, et c'est ça. Tu vois, moi je donne mon temps, du temps aux associations, mais c'est presque égoïste. Je me fais du bien à moi-même. Mais c'est pareil. Là, c'est pas unilatéral. Tu fais ton truc avec la personne. La personne, elle va partager ses trucs et elle va parfois aussi sortir de son, de son prisme. Moi, je trouve ça intéressant. Alors, tu l'as dit, tu donnes beaucoup de temps. Je sais que tu fais beaucoup de choses pour les associations. Parle-nous de ton actualité. Aujourd'hui, je pense à tous ces cyclistes qui vont voir les documentaires du festival Tous en Selle, qui écoutent le podcast Tous en Selle, se disent mais en fait, quelle est l'actualité d'Yoann Offredo? C'est quoi aujourd'hui enfin pas ton activité, mais ton actualité? Je sais que tu donnes beaucoup pour les associations, c'est pour ça que je te pose cette question. Quelle est ton activité aujourd'hui? Ton actualité, c'est-à-dire comment tu occupes tes journées? Je suis vivant. C'est fort, ça. Bah, c'est fort parce qu'il y a cette sensation de liberté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un truc que je mets tout en haut, la liberté. Je pourrais gagner plus d'argent. Peut-être pour m'acheter. Mais c'est pas ton fil conducteur. J'ai jamais voulu être très riche ou être dans des signes extérieurs de richesse ou de montrer d'être le plus beau de mon quartier ou le plus. Je suis vivant. J'ai la chance d'être papa de 2 filles, Amy et Romy, et de les avoir en garde alternée parce que comme beaucoup de cyclistes, malheureusement, je me suis séparé après ma carrière. Beaucoup de sportifs de niveau parce qu'une vie qui change aussi. Quand je les ai, je suis vraiment papa à 100%. J'ai manqué, moi, d'éducation. Enfin, j'ai pas manqué d'éducation. Je pense que j'ai manqué un peu d'amour et un peu de présence. Et que là, quand j'ai mes filles, je prends un plaisir fou à faire des mathématiques, à faire du français, à faire de l'anglais, à cuisiner, à aller se promener. À aller à l'école à pied avec tes filles. Comment? Aller à l'école à pied aussi. Aller à pied, à parler de choses et d'autres, à parler de tolérance, à se rendre compte de... La dernière fois, on m'a dit, mais papa, pourquoi tu parles au monsieur là qui était... parce que le monsieur, ça pourrait être moi, ça pourrait être toi, ça pourrait être... Et donc, mon actualité, elle est pas faite de choses ostentatoires. Et d'ailleurs, je communique très peu sur ce que je fais. Tu vois, par exemple, là, je suis dans la dernière saison de Netflix. J'en ai même pas parlé. Je n'ai même pas montré que j'étais à Londres, tout ça, enregistré tout ça. Par contre, j'ai plein de projets, des projets qui font sens, et notamment l'effet yo-yo. Alors, l'effet yo-yo, on en avait déjà parlé parce que tu es la première personne que j'ai appelée quand je me suis dit je voulais me lancer dans le podcast. Et alors, donc, je t'avais laissé un message et je dis il faut que j'achète comme micro. Mais moi, je crois à fond à ce podcast. Et donc, en fait, l'effet yo-yo, c'est quoi? Je m'appelle Yoann et yo-yo, c'est cet effet qu'a l'inertie, qu'a un yo-yo pour remonter. Et de pouvoir inspirer des gens qui ont dans leur parcours du quotidien, tu vois, on le disait tout à l'heure, une séparation, la maladie, des questions existentielles, se dire peut-être que, tiens, ça, c'est pas le taf que j'ai envie de faire, j'ai envie de changer de vie. Eh bien, ces gens-là, ils l'ont fait, et comment je peux m'en inspirer? Voilà. En tout cas, tu es totalement légitime pour tenir ce rôle de lead sur un podcast et rencontrer des gens, tous sports confondus. Je sais que tu as déjà tourné des pilotes sur ça. Donc voilà, moi, ce que je peux te souhaiter, c'est que ça sorte
parce que franchement, je serais le premier à être derrière mon écran ou à écouter ces épisodes. On va arriver sur la fin de cet épisode numéro 1, Johan. C'était passionnant. Mais la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est quel message tu souhaiterais transmettre aux auditrices et auditeurs du podcast Tous en selle? Message général? Un message général ou un message qui te tient à cœur, quelque chose que tu as envie de transmettre? C'est difficile parce qu'encore une fois, on entend et on comprend les choses en fonction de l'avancement dans la vie dans laquelle on est. Si on n'a pas connu la maladie, si on n'a pas connu la séparation, si on n'a pas connu... Mais s'il y a un message que je voudrais faire passer, c'est celui de la tolérance et de la gratitude. Se rendre compte à chaque fois de la chance qu'on a. Alors c'est bizarre de dire ça quand tu es malade, mais tu vois, il y a toujours pire que soi. Il y a toujours... je suis passé par l'hôpital Necker où j'ai vu des enfants malades et j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont en bonne santé. D'apprécier les choses. D'apprécier, on parle de vélo, mais d'apprécier une sortie de vélo. Tu vois, moi, je me rends compte que le vélo, je suis pas forcément avec la data et d'avoir, tu vois, les applications où tu es le meilleur dans la montée ou le meilleur dans la descente. Moi, ce que j'aime bien, c'est être le meilleur à discuter avec mes potes et on se fait des blagues. Et puis, c'est un peu une psychanalyse aussi, une sortie de vélo. Bien sûr. C'est d'apprécier chaque moment de la vie, chaque moment et d'apprécier la difficulté parce que, encore une fois, et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, mais quand tu me demandes mes meilleurs moments dans ma carrière, mes meilleurs moments sont les plus difficiles. Et de se rendre compte d'être fier de soi, du chemin accompli, que quand on est en bas, d'arriver à se relever et de se dire « Ok, j'ai été capable de faire ça, j'ai été capable de... parfois tout seul, contre vents et marées. Mais voilà, aujourd'hui, je suis là, je suis fier d'avoir combattu la maladie, je suis fier d'avoir fait ceci, d'avoir fait une famille. Et voilà. Conseil complètement peut-être absurde, mais profiter des choses. Bon, un grand merci, d'avoir répondu présent. Un grand merci pour ta disponibilité, pour ta sincérité. On va suivre cette saison 2025 qui débute et donc la série Netflix dans laquelle tu seras. Un grand merci également d'avoir répondu présent quand je t'ai sollicité pour être le parrain de la team Adaptive, qui est une équipe qui va se lancer sur la prochaine édition de Race Across France, une équipe de personnes souffrant d'un handicap visible ou invisible. Et tu as tout de suite répondu présent en étant le parrain de cette équipe. Et ça leur a fait, à ces dizaines de personnes, ça leur a fait extrêmement plaisir. Donc, un grand merci à toi. Merci, je te souhaite tout le meilleur. Et puis, on aura très probablement l'occasion d'échanger de nouveau. Merci, Yoann. Un grand plaisir. Merci, Arnaud.